Notre société est en train de se transformer. Allez faire un tour dans des banlieues chaudes, on se croirait dans The Walking Dead. Leur inconséquence conduit à des crises dont nous sommes les victimes, il faut que ça cesse. La classe politique d'aujourd'hui, elle est collectivement responsable de la situation. Mais c'est extrêmement simple de rendre la parole au peuple. Là où c'est devenu un problème, c'est qu'on est devenu un peuple materné. La défense d'un pays passe aussi par la défense de la civilisation. Il y a un mépris d'une classe, d'une caste qui est totalement déconnectée de la réalité. Plutôt que de franciser la Corse, il s'agit de corsiser la France. Les hommes politiques, il n'y a rien de pire contre des gens qui n'ont rien à faire de la France. Beaucoup de nos concitoyens sont désabusés et ils n'y croient plus. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Quand on est maastrichtien, on trahit le peuple, point, à la ligne, c'est tout, c'est pas compliqué. Matinale Tocsin, 8h-10h, à la volée. Allez, on continue cette matinale ce matin sur Tocsin Média. N'oubliez pas de liker, partager bien sûr cette émission, cette matinale. Là, on va aborder un sujet de haute importance dans cette grande partie corps à corps, vous le savez. J'ai reçu deux invités que je connais, bien entendu, que je lis. Et je voulais ce matin qu'on parle avec eux dans ce corps à corps de l'hyperclasse, la superclasse. On va parler de la haute fonction publique, bien entendu, les corps, et on va voir dans quelle mesure, finalement, cette caste d'État sert-elle ou dessert-elle les intérêts du peuple français, parce qu'on va parler de la France. Pour ça, je reçois Paul-Antoine Martin. Bonjour Paul-Antoine, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, très heureux d'être là, Nicolas. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté mon invitation, l'invitation de Tocsin. Vous avez publié Le clan des seigneurs, une plongée sidérante au cœur d'une caste d'État. Ce livre-là que je vous recommande de lire, bien sûr, aux éditions Max Milo. N'hésitez pas à vous jeter sur ce livre-là. Et je reçois pour en débattre, bien sûr, François Dubois. Bonjour François, comment allez-vous ? Bonjour, ça va bien. Merci beaucoup Nicolas de m'avoir invité dans votre émission. C'est normal, notre boulot, c'est d'aller chercher ces personnalités qui ont un ton très différent. Alors vous, François, vous avez un parcours, c'est intéressant. Vous êtes auteur déjà du livre Alice au pays de Lucifer, publié chez K Éditions, et vous êtes aussi ancien gradé gendarmerie nationale, instructeur en gendarmerie, et vous êtes maintenant essayiste. Donc on va parler de ça, messieurs, ce matin. Je vous remercie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bien entendu, on est sur la matinale Tocsin. On est sur YouTube. N'hésitez pas à partager, à liker, et s'il vous plaît, continuez à nous aider sur Tipeee. On en a vraiment besoin. On va commencer par le commencement, parce que j'aime bien qu'on commence par le commencement. Je voudrais, messieurs, que vous nous donniez, à chacun à votre tour, bien entendu, la définition de la caste, la définition de l'hyperclasse. Qu'est-ce qu'on entend par caste et hyperclasse, Paul-Antoine Martin, pour commencer ? Eh bien, pour moi, la définition de la caste ou de l'hyperclasse, comme tu le dis, c'est un groupe de personnes hyper privilégiées, donc qui ont de nombreux privilèges. Et c'est un groupe de personnes qui, entre eux, portent des regards très complaisants, mais par contre, qui portent sur l'extérieur de leur groupe un regard méprisant, un regard arrogant et un regard de grande distance. Voilà. Oui, alors, je croyais que, je pensais, je savais par rapport en te lisant qu'il y avait plusieurs strates aussi dans la caste. On va pas rentrer forcément dans les détails, mais c'est un peu le cas aussi, parce qu'il y a plusieurs corps rapidement. Il y a aussi des corps. On voit Elisabeth Borne, par exemple. Elle est diplômée des ponts, mais c'est pont X. Et finalement, même dans la caste, il y a aussi des sous-castes ou des sous-classes, finalement. Non, Paul-Antoine ? Tu as totalement raison, Nicolas. C'est là que l'on voit que l'esprit de caste mené à son extrême devient d'une absurdité affligeante. Il y a effectivement des sous-classes dans la caste, avec l'énarque qui a passé le concours dès le début, celui qui passe par l'externe, le corps des ponts qui est X, le corps des ponts qui n'est pas X. Enfin voilà, il y a entre eux, ils appliquent un regard, alors tout en étant complaisants entre eux, ils appliquent aussi entre ces sous-classes, des vraies différences de niveau.
Oui, on l'a vu, bien entendu, avec, je disais Elisabeth Borne, parce que c'est assez fou. D'ailleurs, un livre est sorti sur elle il n'y a pas longtemps, et on voit bien ces luttes de classe ou de caste au sein même de ces gens-là, où ils se tirent la bourre, hein, ils se font, c'est des choses trappes en permanence, et des pots de banane, ils peuvent pas se supporter, ils se rencontrent pas, enfin, ils se snobent aussi, et c'est assez effrayant. Oui, mais ça c'est en silence, ça c'est entre eux. Ouais. On ne le voit pas à l'extérieur. Ouais. Ce que l'on voit à l'extérieur, c'est un groupe soudé, absolument soudé, et ils font extrêmement attention à ça parce que le prestige du groupe nourrit leur prestige personnel. Et leur prestige personnel nourrit le prestige du groupe. Donc c'est comme ça que ça fonctionne une caste, et c'est comme ça qu'ils arrivent tous ensemble à se monter au plus haut niveau. C'est ce que je disais à un moment donné, je disais, c'est tous pour un pour tous. Oui, et c'est intéressant, et on va continuer à en parler. Merci beaucoup d'être là. François, je me tourne vers toi, bien entendu. Tu viens d'écrire ce livre-là, et je vous invite, bien sûr, comme celui de Paul-Antoine, allez, procurez-vous François Dubois, Alice au pays de Lucifer chez K-Édition. François, ton côté, quand tu entends Paul-Antoine, là-dessus, toi, tu parles plutôt de l'hyperclasse, et on va parler effectivement de la spoliation des peuples et en quoi cette hyperclasse est condescendante, mais aujourd'hui, c'est plus que condescendante. Aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est en train d'écraser littéralement des millions de Français, pour parler de la France. Est-ce que tu partages l'avis de Paul-Antoine Martin? Est-ce que tu vas ajouter quelque chose à cette première définition ou à ce préambule de l'émission? Ah oui, je partage totalement l'avis de Paul-Antoine. Effectivement, ce qui caractérise la logique de caste, c'est cette endogamie. Donc c'est l'art de cultiver l'entre-soi. Et ce qui est très intéressant dans ce que vient de décrire Paul-Antoine, c'est cette logique institutionnelle qui hiérarchise quelque part au sein de ce qu'on va définir la caste les rôles de chacun. On le retrouve aussi dans une certaine mesure dans l'armée, puisque celui qui passe officier par la voie OR, ou alors par la voie semi-directe, ou alors par la voie des grandes écoles type Saint-Cyr, n'est pas destiné au même profil de carrière. Et on aura exactement les mêmes mécanismes qui se mettent en œuvre, avec malgré tout une forme de solidarité du groupe face au reste. Donc ça, on retrouve toujours cette caractéristique. Après, plus que l'endogamie, je pense que... Alors moi, je parle aussi d'hyperclasse, mais des supranomades. Oui. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui se sont émancipés, je pense, aussi du processus des nations, et qui ont une vision qui va au-delà de ça. Et donc, ils n'œuvrent plus dans l'intérêt de la nation. Et c'est pour ça que, par effet de cascade, ils n'œuvrent plus dans l'intérêt du peuple. Et donc, on a affaire à ce type d'individu-là, qui finalement est un individu nomade, apatride, et relativement prédateur dans sa façon de fonctionner, si on va jusqu'au bout des choses. Donc donc là, oui, de toute façon, j'adhère totalement à ce qui a été dit. Et j'irais aussi jusqu'à dire que derrière cette logique de hiérarchisation, il y a quelque chose qui concourt à l'aspect spectaculaire de notre société. C'est-à-dire que souvent, quand j'évoque dans le livre la notion de pouvoir d'apparat, je parle justement du volet spectaculaire du pouvoir. Et derrière ce volet spectaculaire, on retrouve cette forme de hiérarchisation où on a des gens qui sont au service d'autres. Et on peut même décrire différentes strates comme ça, avec des échelons intermédiaires, des échelons de coordination, etc., etc. Donc ça, à l'échelle du monde. Par exemple, Van der Leyen ou Klaus Schwab sont des coordinateurs. Mais au-dessus d'eux, il y a encore d'autres personnes. Mais il y a des exécutants en dessous, etc., etc. C'est intéressant ce que tu dis, François, là-dessus, et je vais me tourner vers Paul-Antoine, bien entendu, cette idée finalement de déracinement. François parle une prédation, ils sont plus dans la nation et ils sont véritablement dans la prédation, surtout la prédation des intérêts du peuple, du bien collectif, du bien commun. Et on l'a vu, on le voit dans ton livre, Paul-Antoine, quand on le lit notamment sur les ports français, enfin, c'est absolument dingue. Ces gens, ils sont ultra diplômés, ils se foutent dans les grands bureaux de direction des ports, et en fait, on voit bien que déjà, ils servent pas à grand chose, c'est du moins ce que j'ai compris dans ton bouquin, et qu'ils ne servent à aucun moment l'intérêt général, même ils travestissent quelque peu l'intérêt général, me semble-t-il. Alors, oui, le travestissement, c'est une des caractéristiques très fortes qu'ils ont adoptées, parce que ce que j'ai noté, moi, chez eux, c'est un manque de prise sur le réel.
Et ils se sont transformés pour justement contourner cette absence de prise sur le réel, cette résistance qu'ils trouvent. Ils se sont transformés en communicants, en propagandistes, ce qui veut dire aussi mensonge, ce qui veut dire aussi manipulation. Et quand tu parles de travestissement, ben, c'est tout ça. C'est tout ça, en fait, que ça recouvre. Et il n'y a plus, comment dire, comme disait François, il n'y a plus d'intérêt pour le collectif. Il y a un intérêt qui est soit supranational, soit personnel ou groupe, c'est-à-dire la caste. Et ils se sont transformés en des mercenaires, en fait, qui savent qu'il faut donner l'impression au peuple qu'ils vont travailler pour le collectif, tout en travaillant dans l'arrière-boutique pour eux-mêmes ou pour leur propre caste. Et c'est là que, je décris ce qui se passe par exemple dans les ports, c'est absolument affligeant et effarant, alors que c'est un des outils premiers, les ports, de l'attractivité d'un pays. C'est un outil qui est majeur, puisqu'il fait rentrer les marchandises et les fait sortir, un outil majeur pour l'équilibre économique d'un pays. Aujourd'hui, on constate qu'en 20 ans, entre 2000 et 2019, par exemple, juste avant Covid, les ports français ont progressé de 0,25%, alors que l'activité commerciale maritime mondiale, elle, a progressé de 100%. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une quantité colossale, en fait, de richesses qui est venue desservir les autres pays, tous les autres pays d'Europe, tous les pays qui nous entourent, pour ensuite faire rentrer la marchandise nécessaire en France via ces pays-là. Donc on est passé à côté de centaines de milliards d'euros de retombées économiques et certainement de centaines de milliers d'emplois. Et tout ça est complètement masqué. Et quand on entend notre première ministre, Elisabeth Borne, que tu as citée tout à l'heure, et qui fait partie du même corps, du grand corps prestigieux qu'est le corps des ponts, que tous ces directeurs de port, quand elle a été ministre des Transports, elle se félicitait de la très bonne santé des ports et de la trajectoire tout à fait dynamique que les ports ont pu avoir depuis une vingtaine d'années en France. Donc il y a le travestissement, et là pour le coup est absolument total, il est aussi complaisant, et c'est là que c'est absolument grave, puisqu'il y a une trahison absolue des Français. À partir de l'impôt des Français, il y a eu des investissements colossaux qui se chiffrent en dizaines de milliards, voire en centaines de milliards, qui n'ont finalement rien apporté au pays. François, est-ce que toi, tu parlerais comme Paul-Antoine de trahison, littéralement, pour nos élites? Ah oui, le mot me paraît absolument pas galvaudé. Je pense qu'on va dans le... On vit ça aussi parce que il y a une redéfinition de ce qu'on qualifiait, de ce qu'on qualifie toujours d'ailleurs, d'intérêt supérieur. Les intérêts supérieurs, intérêt de la nation. Et j'ai jamais trop aimé ce terme parce que quelque part, il est un petit peu disqualificatif puisqu'il exclut le peuple. Qui dit supérieur dit presque sous-entend ça ne vous regarde pas. Et je pense qu'il y a une réorientation de ces fameux intérêts supérieurs et cette réorientation, elle traduit une porosité entre le milieu du privé, des multinationales et des GAFAM et la politique. À un moment donné, il y a une convergence des politiques qui sont mises en œuvre et des intérêts donc de ces grandes puissances financières et économiques. Et ça, forcément, ça se fait au détriment du peuple. Et ça participe d'ailleurs au grand transfert de richesses auquel on est en train d'assister. Donc oui, c'est une forme de trahison. Et puis au-delà de ça, il y a le masque institutionnel, c'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'on est en démocratie à l'heure actuelle et que le peuple est souverain parce que on s'abrite derrière, on va dire, un système institutionnel qui nous laisse croire qu'on a le droit de vote et que donc on a le droit de choisir et qu'on est quelque part responsable. Or, c'est tout à fait faux. C'est ce que je tends à démontrer dans mes articles quand je me lance dans les analyses profondes des mécanismes par lesquels
on va modifier l'état de volonté des personnes et par lesquelles on va finir par les rendre totalement idéologiquement hétéronomes, on va dire, donc le contraire d'autonome, pour pouvoir mieux en faire ce qu'on veut. Donc il y a une forme de perversité dans ce système. Et effectivement, ça touche complètement à la trahison, puisqu'on est là, on n'est absolument pas dans la vérité. On est dans ce que Debord appelle le secret généralisé, hein, qui se tient comme complément décisif du spectacle, en fait. Donc on est exactement dans ce cas de figure-là. Et oui, on a des gens qui sont à la manœuvre derrière et qui font les choses de façon très discrète. C'est intéressant. Paul-Antoine François aborde la question de la démocratie. Je pense qu'elle est, avec la trahison, tout aussi centrale. C'est-à-dire est-ce qu'on a dépossédé, en vous écoutant, en vous lisant, d'ailleurs, je vous invite, chers amis, à liker cette émission, à la partager, commenter énormément. J'ai l'impression, en vous lisant et en vous écoutant là, merci d'être sur Toxin, qu'on est véritablement dans une dépossession démocratique dans laquelle on laisse croire aux gens qu'ils décident encore de ce qu'est le destin de leur pays. C'est vrai ou c'est exagéré, Paul-Antoine, de dire ça? Alors moi, je partage complètement ce qu'a dit François. Cette trahison, c'est une superbe manipulation qui est menée depuis quelques années déjà. C'est une superbe manipulation qui va faire croire à un peuple qu'il est encore souverain, alors qu'il n'est décisionnaire de plus rien du tout. Et même le candidat qui est élu va être élu sur un programme qu'il ne va absolument pas respecter. Et d'ailleurs, il le sait très bien. Et il va ensuite faire ce qu'il souhaite faire ou ce que ses commanditaires lui demandent de faire. Donc, il y a dépossession, il y a trahison, mais c'est aussi rendu possible parce que toute cette élite a fait sécession avec le peuple. Donc, elle s'est clairement constituée, n'appartenant plus au peuple et voulant imposer un destin à l'ensemble de la population contre son gré, contre sa position et ses idées. Oui, donc c'est intéressant de se rendre compte effectivement qu'il y a ce problème de démocratie et de dépossession. C'est-à-dire que tu parles quand même de commanditaires. Et d'ailleurs, François Dubois en a parlé aussi, de commanditaires. Et par exemple, tiens, revenons un peu sur l'actualité. On va essayer de faire un peu de ski, de godille entre vos livres et l'actualité, parce qu'elle est extrêmement intéressante, l'actualité que nous vivons aujourd'hui. Et je pense qu'elle résonne en écho aux théories, vous, et aux argumentations qui sont les vôtres. Par exemple, quand on voit Édouard Philippe promu sur tous les médias mainstream, sur tous les médias aplatis, on a quand même l'impression que l'oligarchie médiatique, économique et politique est en train de nous mettre Édouard Philippe sous le museau en nous disant, les copains, en 2027, Eduardo, il est là, il est prêt, ça y est, le candidat est emballé. On a l'impression que c'est le candidat du système, hein, Édouard Philippe, Paul-Antoine et après François. Alors, c'est l'impression qu'on a, mais je me suis dit il y a quelques jours que peut-être que c'est plus vicieux que ça, et que peut-être qu'il est avancé aujourd'hui pour qu'il ne tienne pas sur la durée, justement, lui. Parce que tu penses qu'effectivement, c'est pour lui mettre des bâtons dans les roues, quoi. On est en 2023, seulement. Les élections, c'est dans 4 ans, un petit peu moins, et il faut arriver à tenir la durée sur 4 ans. Édouard Philippe, c'est pas un inconnu. Donc, effectivement, le système le porte au nu aujourd'hui, le fait monter sur la scène comme seul capable, et c'est toujours la même histoire qui nous est avancée, le seul capable de gagner contre le Front National, ou le Rassemblement National, pardon. Mais je ne suis pas certain que c'est le candidat qui est parfaitement adoubé par Macron, par exemple. Il est possible, parce que connaissant, et encore, je pense que je suis encore très très loin d'imaginer le niveau de perversité de ces individus, mais j'ai quand même pu observer certains dans mon expérience professionnelle, et je me dis qu'il est possible que l'on avance cet individu-là et qu'on le mette sous les caméras aujourd'hui pour qu'il fasse suffisamment comment dire, peut-être de bêtises ou d'erreurs de communication, ou qu'on lui colle, ou que quelques affaires le rattrapent, pour qu'on puisse le remplacer par quelqu'un d'autre qui, lui, est aujourd'hui choisi, mais qui n'est pas encore, monté sur le ring. Ouais. François, sur Édouard Philippe, quelle est ton analyse, toi ?
Oui, c'est tout à fait plausible. Alors effectivement, là, je pense qu'il est trop tôt pour se projeter au niveau des présidentielles. Ce qu'avance Pôle-emploi, c'est tout à fait plausible. Euh, Après, j'ajouterais que de toute façon, l'ingénierie sociale mise en œuvre pour fabriquer le consentement, parce que on est sur une fabrique du consentement avec la société spectaculaire. Elle va surfer sur les éléments qui n'appellent pas à la réflexion et à la construction de la pensée. C'est-à-dire qu'on va être dans l'éphémère, on va être dans le bombardement d'images, on va être donc dans la contraction du temps, etc., etc. Et quand vous voyez le candidat quand vous voyez un candidat en tout cas qui peu de temps avant les élections s'accapare à lui tout seul l'ensemble de l'audimat sur les chaînes télé, vous pouvez vous dire que, à mon avis, c'est pas pour rien. Ça ne veut pas dire qu'il sera placé au pouvoir, mais ça veut dire qu'il a peut-être un rôle à jouer sur l'échiquier pour pouvoir parvenir à faire échec et mat. C'est toujours comme ça. Donc là, Édouard Philippe, c'est compliqué de dire à l'heure actuelle si effectivement il est prépositionné ou si au contraire il sert à pousser d'autres pièces sur l'échiquier. Après, ce qui est intéressant, Paul-Antoine parlait tout à l'heure, il disait ces gens-là ne s'occupent plus du collectif. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ces gens-là, de toute façon, ils travaillent en revanche toujours à créer de grands élans collectifs qui vont participer à des causes supérieures. Donc, peu importe le candidat, j'ai envie de dire, mais là, on parle d'Édouard Philippe, qui est exactement le stéréotype de ce type de personne. Et ces gens-là participent à une grande machinerie qui a vocation, justement, à créer de grands élans collectifs. Donc, s'ils cherchent à créer des niches supplémentaires ou autres, derrière, quoi qu'il en soit, on pourra toujours, ou du moins ce sera toujours instrumentalisé de façon politicienne pour participer au process de fragmentation qui a jusqu'à présent, et pour l'instant ça a toujours été le cas, participé à faire élire des gens qui faisaient avancer le programme progressiste actuel. Voilà, donc là, je pense que à ce niveau-là, quoi qu'il en soit, on a affaire à quelqu'un qui est mis en place dans les rouages du mécanisme. À savoir si c'est lui qui est officiellement désigné, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Et Paul-Antoine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Parce que j'aimerais qu'on parle maintenant de l'asservissement et de la spoliation des peuples par rapport à cette caste. Non, mais moi, je partage complètement ce que dit François. Alors maintenant, messieurs, je voudrais cette émission avance, elle file, on est déjà plus de 20 minutes, et merci d'être sur Toxin Média ce matin. Merci, messieurs, d'avoir accepté mon invitation. Merci de venir nous parler de vos expériences personnelles, vos réflexions et vos livres, notamment. Merci d'être ces voix-là qu'il faut entendre. On espère un jour vous avoir sur les grands plateaux médias, bien entendu, mais on va continuer à en parler parce que pour l'instant, c'est Toxin et c'est déjà très bien. J'aimerais qu'on parle spoliation et asservissement du peuple. Parce qu'il y a ça aussi derrière. Parce que, vous allez me le dire, messieurs, mais si ces castes d'État, finalement, sont en quelque part, ont trahi les Français et ne travaillent pas pour l'intérêt collectif, c'est qu'à un moment donné, les Français l'ont bien voulu ou qu'ils n'ont pas réagi en temps et en heure pour essayer de détruire ou de démonter ce système démocratiquement. Non, est-ce qu'il y a aussi là-dessus un projet, un narratif de la caste qui a permis aux Français de s'endormir dans le canapé, pour certains devant Netflix, Paul-Antoine? Oui, la caste a profondément travaillé justement pour endormir la population. Aujourd'hui, elle dispose de quasiment tous les médias, de toute la presse écrite, d'une grande partie de toute la presse télévisuelle. Donc, l'information passe par la caste. L'information est construite et formatée par la caste. Donc, c'est ainsi que l'on peut endormir, c'est ainsi que l'on peut justement aussi formater les esprits et orienter, si tant est qu'il y a encore un peu de réflexion, un peu de réflexion de la population en faveur de la caste. Oui, il y a endoctrinement, c'est un endoctrinement de groupe en fait qui a lieu depuis de nombreuses années, et aujourd'hui la puissance des médias permet quelque chose qui est absolument incroyable, c'est cet endoctrinement à échelle de millions de personnes en quelques secondes. Voilà, donc c'est ce qu'a pu faire
alors, comparaison n'est pas raison, mais ce qu'a pu faire le nazisme, quand on voit l'endoctrinement colossal qui a été mené, ou le stalinisme, pareil, ce sont deux totalitarismes, ce sont les deux totalitarismes de l'histoire qui ont eu lieu au XXe siècle. Et quand on parle endoctrinement, comme on le vit aujourd'hui dans nos pays occidentaux, clairement, cet endoctrinement, cet asservissement dont tu parlais, sont les signes avant-coureurs d'un totalitarisme rampant aujourd'hui et qui s'annonce et qui est déjà plus ou moins présent. Là-dessus, François, est-ce que je partage une nouvelle fois, je fais du ping-pong parce que c'est intéressant de voir votre avis là-dessus et vos sensibilités. Là-dessus, tu partages ton avis, pour rebondir directement sur ce que disait Paul-Antoine, j'irais jusqu'à dire que, alors moi, le système actuel, je le qualifie de néocollectiviste dans ses ambitions. Et pour moi, le néocollectivisme reprend ce qui est susceptible de fonctionner dans les divers régimes qu'on a pu mettre en œuvre dans l'histoire. Donc effectivement, on va retrouver par exemple du nazisme dans tout ce qui est relation à l'éthique et au transhumanisme. On va retrouver du fascisme italien dans l'émergence de nouvelles lois toujours plus sécuritaires et des lois de surveillance. Je pense notamment au décret du 2 décembre 2020 et des modifications qui ont été apportées pour le fichage des individus ou des choses comme ça, qui surfent en fait sur les narratifs diverses et variées en matière de sécurité, auxquelles justement le pouvoir a plus ou moins, à la construction desquels le pouvoir a plus ou moins participé, ou du moins a plus ou moins laissé faire, ce qui permet d'élaborer des durcissements après en matière de libertés individuelles et de contrôle des individus. Alors, je me permets, François, il faut rappeler quand même à nos téléspectateurs que toi, tu es ancien gradé de la gendarmerie. Donc ça veut dire que tu as aussi cette expérience, ce vécu qui te permet aussi de très bien analyser ce que ça peut représenter pour les libertés publiques et individuelles également. C'est pour ça que je me permets de le préciser. Alors j'ai une certaine culture du droit, effectivement, et si on parle par exemple de l'extension des domaines de fichage, ça veut dire qu'on peut, d'après le décret, on peut surveiller les gens en raison de leur opinion politique, en raison de leur appartenance syndicale. On peut le faire aussi en raison leur conviction religieuse, etc., etc. En raison de leur opinion philosophique aussi. On emploie des mots comme conviction, comme opinion. Donc il y a un glissement sémantique, puisqu'il faut voir qu'avant que le texte soit modifié, on parlait d'activité. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose de réellement dangereux et qui devient complètement orwellien. Voilà. Ouais. Et après, dans ce que je qualifie de néocollectivisme, comme je disais tout à l'heure, l'objectif est de parvenir à de grands élans collectifs, mais qui sont contre-productifs pour le peuple, hein, par contre. Là, on est d'accord. Et la façon de parvenir à ces grands élans collectifs, c'est de maîtriser les dynamiques de groupe. Et les dynamiques de groupe, elles se maîtrisent par l'ingénierie sociale. Elles se maîtrisent aussi d'un certain point de vue par une compréhension philosophique de l'humain et aussi une compréhension anthropologique. Chose que nos élites ont et ont su justement instrumentaliser à notre rencontre. Et la dynamique de groupe, c'est justement la non-pensée de groupe. Quand un groupe agit de façon collective et de façon irréfléchie, et là, on fait appel vraiment au sentiment primaire, puisqu'on parlait tout à l'heure de télévision, on parlait des médias, tout ce qui a affaire à l'émotionnel, tout ce qui est dans la contraction du temps, tout ce qui empêche la réflexion. Et ben, tous ces processus que je décris, qui seraient longs à décrire ici, hein, je pourrais faire 3 heures de conférence là-dessus, tous ces processus mis en œuvre aboutissent à ces grands mouvements de non-pensée de groupe qui vont servir ce néocollectivisme. Oui. Oui, alors fini François, et après je vais donner la parole à Paul-Antoine, parce que je pense c'est bon. D'accord, ok. Paul-Antoine, à ton tour, parce que je te vois réagir effectivement, et dis-nous. Je partage complètement. Je voulais rajouter un point de vue sur ces grands mouvements de groupe qui sont effectivement ce qui est visé par le pouvoir. Je crois que
ils sont obtenus, comme ça a été le cas pour le nazisme, comme ça a été le cas pour le stalinisme, ils sont obtenus par une dérive paranoïaque. Ce que l'on voit aujourd'hui est clairement au travers des médias. On voit au travers des médias, c'est la course à la peur, la course à l'information qui fait peur. On est en permanence en train de construire un discours qui pointe un ennemi. Et c'est la construction de l'ennemi, c'est la construction de l'adversaire qui peut nous faire du mal. La dérive paranoïaque, c'est ça. Et ce qui est très fort, c'est que la dérive paranoïaque est contagieuse. Et par cette contagion, elle crée le groupe. Et elle crée le groupe parfaitement, autonome, solidaire, et qui va devenir totalement manipulable par la caste qui aura monté ce genre de stratagème. C'est quelque chose qui a eu lieu dans l'histoire, et c'est quelque chose que, à mon sens, on voit effectivement apparaître depuis quelques années. Alors, il y a eu les grands événements. Le Covid est un sujet justement de construction de groupes, mais là, à l'échelle planétaire. Ouais. Alors, oui, c'est intéressant. François Dubois, bien sûr, je t'en prie, François, là-dessus. C'est vrai que là, je suis tout à fait d'accord. La peur, c'est un moteur qui est fréquemment utilisé par la gouvernance, puisqu'elle annihile les capacités de réflexion. Quand vous avez peur, souvent, vous vous en remettez à vos instincts primaires, et donc vous allez là où on vous propose une solution, sans vraiment réfléchir. Et donc ça, c'est un moteur, et c'est vrai que déjà Machiavel en parlait, hein, c'est la gouvernance par la peur, c'est vraiment un moteur. Après, au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi une volonté chez nos dirigeants qui est peut-être encore plus malsaine, c'est celle de nous retirer petit à petit notre capacité de libre arbitre. Alors d'abord en s'attaquant à nos libertés. Alors quand on voit effectivement le programme qui est mis en œuvre par l'agenda 2030 et le progressisme selon Davos, on peut s'apercevoir quand on balaye l'ensemble des droits naturels qui sont normalement défendus par notre Constitution, et y compris que ce soit dans son préambule ou alors dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on voit que l'ensemble des droits naturels qui sont visés sont petit à petit attaqués. Donc là, je pense au droit à la propriété, je pense au droit à la sûreté, je pense au droit à la santé, etc., etc. Bafouer le droit à la santé, c'est pas les gens vont dire oui, mais on vous envoie vous vacciner, donc on bafoue pas votre droit à la santé. Non, on nous envoie nous vacciner avec un produit soi-même conditionnel en nous disant qu'on n'a pas le choix quasiment, donc en nous mettant un pistolet sur la tempe. Donc le droit de disposer de son corps, etc., sont des droits qu'on attaque vraiment de façon fondamentale ces derniers temps. Et cette attaque de l'état naturel des choses est dangereuse. On vise à remplacer tout ce qui touche au droit naturel par du droit positif, justement. Parce qu'on est dans une société d'idéologie. Et l'idéologie favorisera toujours le subjectivisme, parce qu'elle part de postulats, elle catégorise et elle entend apporter des réponses sociétales. Donc, elle favorisera toujours le droit positif, qui est le droit de l'évolution des mœurs, en fait, hein, qui s'adapte. C'est une adaptation constante, le droit positif. Et il s'adapte en fonction des mœurs de la société. Et là, c'est le piège, puisque ça crée des individus qui cultivent un peu un syndrome d'hubris, un faux syndrome de toute puissance, alors qu'en fait, ils sont pilotés sans le savoir. Et qui dit syndrome d'hubris dit ne pas vouloir être contredit. Et donc, avoir peu tendance à vouloir aller vers le débat et tout ça. Et ça, quelque part, ça crée des clients vraiment très intéressants pour devenir des gens finalement qui vont se conformer à des étiquettes de groupe et qui vont intégrer des logiques d'étiquetage social. Donc là, c'est de la sociologie, c'est de l'interactionnisme social au sens de Becker, qui vont avoir tendance à s'amalgamer et à se regrouper parce que ils estiment appartenir à telle ou telle bulle sociétale qu'on a idéologiquement créée, et ils vont se regrouper entre eux. Et ils seront incontestables entre eux. Et ils seront forts. Et on crée plein de niches comme ça, et on crée une fragmentation sociale qui va participer à œuvrer, à faciliter la gouvernance. C'est le fameux diviser pour mieux régner.
pour mieux régner. Et il y a quelque chose de diabolique derrière ça, puisque d'ailleurs diabolos en grec c'est le séparateur, et on retrouve vraiment cette logique du diviser pour mieux régner. Donc on crée plein de bulles sociétales qui participent à une fragmentation par des effets de dynamique de groupe, et en s'attaquant justement à ce qu'on pense être notre liberté par le biais de du subjectivisme idéologique. Alors je pourrais même aller un petit peu plus loin. On attaque l'idée de liberté, et là c'est de la philosophie, c'est au sens de Maurice Blondel. La liberté, elle se traduit par un état de la volonté autonome, et c'est la combinaison d'un état de la volonté autonome, enfin avec une autonomie de la volonté, je veux dire, c'est la combinaison d'une autonomie de la volonté avec l'hétéronomie de l'hétéronomie morale, c'est-à-dire les influences externes qui découlent de la morale. Ouais. Et la personne libre, elle a l'autonomie de la volonté et elle est guidée aussi par l'hétéronomie morale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça c'est le libre arbitre, et c'est quelque chose de transcendant parce qu'on ne sait pas ce qui va déterminer ce choix-là, mais à un moment donné, elle va faire le choix entre le bien et le mal. Nos gouvernants. Je finis là-dessus, François, et après je te redonnerai la parole à Paul-Antoine. Mais vas-y, finis là-dessus. Ouais, et nos gouvernants visent à remplacer cette hétéronomie morale par une hétéronomie idéologique. C'est-à-dire qu'ils vont cadrer cette possibilité de choisir en y mettant leurs propres idées. Et donc, ils vont rendre les individus de plus en plus hétéronomes idéologiquement et de moins en moins autonomes. Voilà. Paul-Antoine, là-dessus, Paul-Antoine, à ce sujet, tu voulais réagir à ce sujet. Eh bien, je voulais réagir parce que François fait le portrait d'individus pervers. Et je crois aujourd'hui que la société telle qu'elle est faite avec l'hyper-concurrence, l'hyper-concurrence fait que les individus qui arrivent à monter au plus haut niveau et à passer toutes les étapes qui sont extrêmement difficiles entre eux, parce que comme tu le disais, ce sont des choses trappes en permanence, entre eux ils sont extrêmement violents, c'est à la fin quelqu'un qui est le plus violent, le plus pervers, le plus, paranoïaque, et c'est cette coloration de paranoïa et de perversité qui aujourd'hui nous retombe dessus, par leur mode de gouvernance. C'est ce que je crois aujourd'hui que l'on est en train de voir le plus clairement, avec malheureusement depuis 6 ans, avec une grande clarté, mais aussi plus largement en Occident, avec tout ce qu'on observe à la fois aux États-Unis et dans d'autres pays. On voit une perversité qui ne se cache même plus. Oui. C'est intéressant ce que tu dis, Paul-Antoine Martin. Paul-Antoine, on va en reparler. Je vais te redonner la parole parce qu'il nous reste encore 10 minutes d'émission. Vous allez voir, on va continuer à parler de ça. C'est très intéressant. Vous êtes bien sur la matinale Tocsin. Merci. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube. N'hésitez pas à liker, partager. Merci aussi de faire des dons sur Tipeee. Je reçois ce matin dans la grande table ronde, le grand corps à corps. Vous le connaissez même dans les émissions. Paul-Antoine Martin, le clan des seigneurs, une plongée sidérante au cœur d'une caste d'État aux éditions Maximo. Et bien sûr, François Dubois, auteur d'Alice au pays de Lucifer, publié chez K d'édition. Je vous invite, si vous le pouvez, à faire l'achat de ces 2 livres ou alors vous les faire prêter, je ne sais pas, mais vraiment lisez-le parce qu'on parle ce matin de l'hyperclasse, de la caste, hein, bien entendu, de l'oligarchie aussi, on pourrait dire. Et Paul-Antoine et François essaient de vous expliquer comment on peut appréhender ça et pourquoi aussi aujourd'hui nous vivons des temps si troublés et si nous allons en sortir, mais je n'ai pas l'impression comment en sortir. Paul-Antoine, je te redonne la parole et après je laisserai la parole à François. Finalement, je te suis sur Twitter. Je vous invite à aller les suivre sur Twitter, bien entendu, parce que c'est pas le Graal absolu, mais c'est toujours bien de garder contact. J'ai l'impression que quand je lis tes tweets ou que je vois tes réactions à droite à gauche et tes interviews chez d'autres médias amis, ce qui se passe aujourd'hui à la tête de l'État et même dans les grands corps, ça t'étonne pas, ça te désespère parce que tout ça est attendu et peut-être que ça te surprend maintenant, même dans la perversité dans laquelle parfois c'est mis en place. Non, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce qu'effectivement, j'ai vu les choses alors, sur une échelle différente, hein, mais j'ai vu les mêmes mécanismes, les mêmes façons d'opérer, les mêmes types de manipulation, les mêmes types de manigance, d'arrogance, de mépris. Et donc,
ce qui se passe aujourd'hui, soit au niveau du sommet de l'État, soit même plus haut, au sommet de l'Europe, ou même en Occident plus généralement, non, ça ne m'étonne pas. On est sur quelque chose qui est dans la continuité, parce que ces gens-là il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas comme nous. Ils n'ont pas cette, entre guillemets, cette normalité de regard. François parlait tout à l'heure du bien, du mal. Ils sont positionnés que d'un côté. Et ils ont déjà choisi. Ils ont déjà choisi ce que nous, on va appeler le mal. Mais parce qu'il y a une perversité évidente dans leur façon de faire qui se décline dans cette approche paranoïaque qui est, je pense, le plus grand danger qui nous guette aujourd'hui, c'est le totalitarisme. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un moyen répressif, un moyen d'instrumentalisation et aussi un immense moyen par les médias qui peut permettre d'instaurer un totalitarisme qui pourrait avoir une forme différente de ce que l'histoire au XXe siècle a connu, mais qui pourrait être une forme 2.0 du totalitarisme. Et là, pour le coup, pour reprendre ce qu'évoquait François, toutes nos libertés seraient complètement piétinées, et pour longtemps probablement. Et François, là-dessus, alors je voudrais vous lire un passage, et je te donne la parole, François, de quelqu'un qu'on connaît bien, Aldous Huxley, dans l'ouvrage Le meilleur des mondes, qui dit: la dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences d'une démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient même pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Voilà, est-ce que c'est ça qui nous attend aujourd'hui, François? Je sais que Paul-Antoine en parle aussi, mais toi tu en parles dans ton livre, La Société du spectacle, Guide de bord, Walt Disney, la façon que les gens finalement, on essentialise tout autour du divertissement et que les gens oublient l'essence même qui fait d'eux d'un citoyen, d'être libre aussi. Oui, bah, les grands auteurs de science-fiction l'ont déjà anticipé. Hélas, j'ai peur qu'ils se soient pas trompés. Hein. On parle d'Huxley, on peut parler d'Orwell, on peut parler de Wells. Ils l'ont tous déjà plus ou moins traduit dans leurs ouvrages. Effectivement, alors il y a quelque chose, il y a une dimension qui est clairement luciférienne. Et c'est luciférien parce qu'on est dans l'inversion totale des valeurs. C'est exactement ça en fait. On est dans le retournement. Et ça c'est pas récent. C'est le fruit d'une longues métamorphoses sociétales qui ont eu lieu tout au long de l'histoire. Et si on en est là, c'est parce que il y a une évolution de la pensée qui s'est petit à petit orientée vers le matérialisme absolu, qui nous conduit quelque part au transhumanisme et à la réification, c'est-à-dire à la transformation de l'homme en objet. Et dans cette société du tout s'achète, à un moment, l'être spirituel finit par disparaître et au profit d'un être de l'avoir qui ne se définit plus que par le paraître. Donc là, on rentre dans la logique spectaculaire. On ne s'identifie plus que par l'image qu'on renvoie. Et on rentre dans un cercle vicieux, on rentre dans ce qu'on disait tout à l'heure quand on fait appel justement au subjectivisme, quand on favorise les individualismes pour créer des dynamiques de groupe, que ces individualismes-là vont favoriser aussi le conformisme, etc., etc. Si on prend des exemples d'ingénierie sociale comme l'expérience de H, où vous avez un individu qui est piégé au milieu de plusieurs complices, et le médecin qui lui donne plusieurs bâtons, et les complices, il demande quel est le plus petit, les complices désignent un bâton qui est relativement grand, et l'individu qui est piégé a tendance à répondre comme les autres, parce qu'il se dit c'est peut-être moi qui ai un problème de vue ou qui comprend mal. Peut-être que si on facilite la capacité d'échange des personnes, si on les rend moins individuelles, si on encourage plus les débats, si on encourage plus les gens à aller vers les autres, et pas derrière des petits écrans, derrière leur petit clavier, hein, je parle de contact, mais ça, on isole les gens pour pas que ça arrive. La télé est un piège pour ça. Internet aussi est un piège s'il est mal utilisé, etc., etc. Donc, ce sont ces
comportements-là qui conduisent au conformisme, qui conduisent après aux dynamiques de groupe attendues. Et ça, quelque part, c'est complètement luciférien, parce que Lucifer, c'est le porteur de lumière. C'est aussi celui qui apporte la connaissance, mais pas dans le bon sens du terme. C'est celui qui apporte la connaissance pour s'émanciper de Dieu et pour devenir Dieu à la place de Dieu. Ceux qui disent ça en ce moment, c'est Harari. C'est le docteur Alexandre dans une moindre mesure. Mais ces gens-là sont profondément dangereux. Et il faut voir la vision mortifère qu'ils ont de ce monde, puisqu'on est sur une vision qui transforme l'homme en objet, et on est en fait sur une vision qui met en avant la compétitivité marchande. C'est-à-dire que si vous n'êtes plus à niveau, vous n'êtes rien à un moment donné. Et si vous n'avez plus les capacités de vous émanciper par une augmentation technologique, vous n'êtes rien. Et si vous ne le faites pas, les autres vont le faire à votre place. Et s'ils le font à votre place, ils vous écraseront. C'est ça l'intelligence réelle? Est-ce que c'est ça l'intelligence réelle? Ben, c'est une véritable question qu'il faut qu'on pose et on vous la pose et on va finir parce qu'on arrive au terme de l'émission. On va laisser bien sûr le dernier mot à Paul-Antoine Martin. Paul-Antoine, là-dessus, sur cette question-là, tu voulais réagir? Ben, c'est magnifique ce qu'a dit François. L'intelligence, effectivement, c'est pas ça. L'intelligence, c'est pas aller contre la vie. Et cette élite mondialisée, justement, elle a probablement perdu le sens de la vie parce qu'elle a été désubstantialisée par ce mal et par cette perversité. Et c'est ça le grand danger. Si aujourd'hui on ne perçoit pas ça, si on ne perçoit pas les manigances, les manipulations qui sont à l'œuvre, pauvre de nous, parce que l'abêtissement par les médias aujourd'hui qui est mis en œuvre empêche la réflexion et nous entraîne directement vers des gouffres que ces gens-là nous ont préparés. Eh ben, merci, messieurs, d'avoir participé à ce grand entretien sur Tocsin, la matinale. Merci beaucoup, Paul-Antoine Martin, le clan des seigneurs, Merci. une plongée sidérante au cœur du caste d'État, et François Dubois, essayiste, auteur d'Alice au pays de Lucifer, publié chez K Éditions. Bien entendu, je vous remercie d'avoir été ce matin avec moi. On vous souhaite une excellente journée, messieurs, et à très bientôt. Salut!